Photovoltaïque, PV. Donc, le PV, ça sera le terme que je vais utiliser, je pense, souvent. Il y aura d'autres moments dans la présentation où je vais utiliser des acronymes. Donc, à ce moment-là, je vais essayer de les expliciter, mais si je ne le fais pas, n'hésitez pas à faire une remarque dans le chat. D'ailleurs, pour information, il y aura une partie questions-réponses à la fin du webinaire. Donc d'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez déjà le mettre dans le chat et puis à la fin, on pourra aussi échanger oralement avec donc les micros ouverts. Donc merci encore d'être là. Le webinaire aura aussi lieu le jeudi, mais ce jeudi, mais c'est le même support. Donc, si vous êtes présent et que vous êtes attentif et que moi je suis claire aujourd'hui, normalement, c'est bon. Le support vous sera envoyé, je pense en même temps que le replay. En tout cas, vous aurez accès aux slides. Donc, c'est parti. Donc, le but du CIGERLI, c'est de concrétiser, de vous aider et de vous accompagner à la transition énergétique. Donc, ENR, en haut à droite, c'est énergie renouvelable. Donc, on vous aide à réduire la consommation des kilowattheures, sobriété, efficacité énergétique, mais parfois, il y a des consommations que vous ne pouvez pas éviter. Et là, on vous incite, on essaye de vous aider à avoir des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles. Donc, dans quel cadre vos projets photovoltaïques se placent? Donc, il y a le marché de l'électricité. On a eu une crise il y a 3 ans avec la guerre en Ukraine qui a augmenté les prix du gaz et de l'électricité. Dernièrement, des conflits au Moyen-Orient ont aussi des effets sur le marché. Donc le prix de l'électricité, il monte, il descend, globalement, il est instable. Donc c'est quelque chose qui ne vous aide pas à avoir une visibilité sur vos budgets. Même si mon collègue en charge de ça essaye au mieux de vous aider, mais on ne peut pas tout prévoir. Par contre, ce qui est un peu plus prévisible finalement, c'est ce que vous allez produire sur un projet photovoltaïque, parce qu'il y a des études, parce qu'il y a du monitoring, du suivi. Donc c'est des choses qui sont plus maîtrisables. Donc l'autoconsommation fait son petit bout de chemin, a un intérêt. Autre argument à ça, je dirais, si c'est pour vous convaincre, mais peut-être je n'ai même pas besoin de vous convaincre, c'est au niveau de la réglementation. Il y a plusieurs lois, plus ou moins récentes, hein, d'ailleurs, qui sont sorties. Là, en 2019, c'était la loi climat et résilience qui donnait des obligations de solarisation sur les bâtiments. Ça a été renforcé par la loi APER en 2023, donc APER, accélération de la production des énergies renouvelables. Donc là, obligation de solarisation sur bâtiments et sur parking. Alors, je ne vais pas détailler ça, surtout qu'il y a encore des décrets qui sont en attente, mais il y a une incitation forte à faire du photovoltaïque. En parallèle, il y a aussi une baisse des tarifs d'achat d'électricité. Donc, EDF Obligation d'achat, c'est l'entité qui est obligée de vous acheter votre production d'énergie photovoltaïque. Si vous répondez à un certain nombre de critères, les critères ne sont pas très difficiles à avoir. Et donc de 0 kilowatt crête à 500 kilowatt crête, il y a des tarifs qui existent. Mais ça bouge et ça baisse. Ça baisse. Donc de moins en moins, votre production a une valorisation on va dire à la vente. Et donc, il y a de plus en plus d'intérêt à consommer sur place et donc finalement réduire vos factures d'électricité. Pour vous situer, là, les dernières évolutions du tarif d'achat EDF-OA, 9 kW crête, inférieur à ça, il n'y a plus du tout de possibilité de vendre en totalité. C'est-à-dire que c'est automatiquement d'abord de l'autoconsommation sur place, puis, s'il y a un surplus, le vendre à EDF-OA. Et pour les grosses puissances, au-dessus de 100 kg, de 100 à 500, ça va plus être un tarif affiché, disons, ça va être sous forme d'appel d'offres simplifié. Donc c'est les premiers qui arrivent, c'est en septembre-octobre. Donc c'est assez nouveau, c'est assez récent et ça ajoute quand même du flou. Donc le but, c'est de te consommer et d'avoir un minimum de surplus. Il y a quand même des bonnes nouvelles.
en termes de simplification, on n'a plus besoin de budget annexe pour des projets de production de NR, donc PV également, photovoltaïque également. Il y a une facilitation pour les communes à l'autoconsommation collective, ACC. J'y reviens ensuite pour un peu les définitions de l'autoconsommation, même si là je donne peut-être quelques éléments, mais on aura quelques slides dédiés à ça. Mais rapidement, donc, il y a un périmètre donné pour l'autoconsommation collective, une puissance donnée, et si vous demandez une dérogation, la puissance est le double, jusqu'à 10 MW crête. Alors, 10 MW crête, c'est beaucoup. C'est la puissance installée. En autoconsommation collective, vous pouvez avoir plusieurs producteurs, donc la puissance cumulée des sites producteurs ne doit pas dépasser 10 MW crête. Donc si dérogation, mais c'est un gros parc au sol, hein, c'est vraiment beaucoup d'hectares. Je reviendrai un peu au long de la présentation sur des notions peut-être de taille et comparé aux puissances pour vous donner un peu une visibilité si vous ne l'avez pas déjà. Et donc, plus de puissance possible dans cette boucle et en plus, pas de réduction à 2 km, mais bien sur le périmètre géographique de la commune, de l'EPCI. Et donc, une source, donc l'association ESPUL met en place un site et le met à jour régulièrement, un site photovoltaïque.info qui donne beaucoup d'infos, qui donne beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments et qui a le mérite de centraliser ces éléments sur le photovoltaïque et je l'utilise régulièrement, c'est assez précieux. N'hésitez pas. Donc l'autoconsommation, tout d'abord, on va parler de l'autoconsommation individuelle qui est un peu plus simple, un peu plus historique surtout aussi. L'idée, c'est qu'il y a un seul site. Ce même site a de la production photovoltaïque en toiture, en façade, ça arrive aussi. Et ce même site a des consommations. C'est le consommateur, c'est le producteur. On est dans de l'autoconsommation individuelle, ACI. Donc on est avant le compteur. Il n'y a qu'un seul compteur, mais on arrive avant. Donc tout se passe avant. Et finalement, ça permet de consommer, d'utiliser sur place la production PV, photovoltaïque, tout ou partie. Si vous avez une petite installation, 2-3 panneaux, donc des panneaux photovoltaïques, c'est à peu près 2 mètres carrés. Hein. Si vous avez quelques panneaux, il y a des chances que votre consommation soit toujours supérieure et donc que tout soit autoconsommé. Mais il peut y avoir du surplus. J'ai évoqué tout à l'heure la notion de surplus et de vente du surplus à EDF, obligation d'achat, EDF OA. Donc ça, c'est pas gênant. Vous pouvez avoir du surplus que vous donc vendez à EDF OA si vous remplacez les critères ou à d'autres acheteurs de surplus. Il y a différentes options qui s'offrent à vous. C'est plutôt en temps réel l'autoconsommation. La consommation, la production doivent être assez raccord en temps réel. Alors on parle de pas de temps de 15 minutes, mais il n'y a pas cette idée de se dire on a produit tant dans la journée, on a consommé tant dans la journée, on fait la soustraction. Non, c'est regarder au pas de temps 15 minutes, donc il faut adapter les consommations, en tout cas accorder la production, les consommations pour être au plus pertinent et à nouveau éviter du surplus. Après, l'été, il y a souvent du surplus quand même, donc c'est bien d'avoir quand même une solution de valorisation, même si ce n'est pas des hauts tarifs, c'est bien de pouvoir vendre son électricité qui n'est pas consommée sur place. Vu qu'on est avant le compteur, c'est compatible avec le décret tertiaire, je m'explique. Ce qui est autoconsommé va être compté comme une réduction de la consommation. Bon, dans les faits, il y a une consommation quand même, mais ça vient donc de panneaux photovoltaïques, donc c'est renouvelable, c'est local, et surtout, c'est avant le réseau. C'est avant le compteur. Donc en fait, il y a une réduction de la consommation réseau. C'est pour ça que dans le décret tertiaire, l'autoconsommation individuelle vous permet d'aider à réduire et atteindre les objectifs. Au contraire, pour l'autoconsommation collective, que je vais définir juste après, vu qu'on passe par le réseau, vu que c'est sur vos factures, c'est tracé dans vos factures, ça reste de la consommation et ça ne peut pas être déduit. Donc l'autoconsommation individuelle, on va dire que c'est le plus simple
simple, le plus instinctif, parce que c'est vraiment l'électron qui est produit, on va dire, sur votre toiture pour faire la plus générale, le cas le plus standard, qui va être consommé sur place. Il existe des kits d'autoconsommation, des kits plug and play, où là, vous avez 1 ou 2 panneaux à monter, c'est assez simple, j'imagine qu'il y a une notice quand même. Mais voilà, vous avez 1-2 panneaux et vous pouvez les brancher sur le réseau de votre bâtiment, et tout ce qui est produit par ces panneaux-là est utilisé dans le cadre de la consommation de votre bâtiment. Pour les kits plug and play, pardon, s'il y a du surplus, il n'y a pas de vente du surplus, c'est donné, on va dire, au réseau. Donc, l'ACC, donc l'autoconsommation collective, c'est un moyen de valoriser finalement le fameux surplus. Vous avez un excédent sur votre premier site producteur, et là, vous pouvez vous dire: «Mais c'est quand même mon électricité, je la vends pas très cher à EDF Obligation d'achat, c'est un peu dommage. Je peux impliquer d'autres sites». Donc c'est une boucle, on parle de boucle d'autoconsommation collective, qui associe plusieurs sites, au moins 2 différents. Sinon, si on n'est pas sur 2 différents, on revient à l'ACI, à l'autoconsommation individuelle. Donc là, dans les règles de base pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les collectivités évidemment qui peuvent faire de l'autoconsommation collective, vous pouvez installer jusqu'à 5 mégawatts crête de puissance. Donc tout à l'heure, je vous disais, en dessous de 9 kilowatts crête, c'est plutôt les particuliers, c'est une vingtaine de panneaux, 9 kilowatts crête. Un particulier, il a 3 kg, 6 kg. Donc les particuliers peuvent, entre guillemets, s'ils veulent vendre de leur électricité à EDF Obligation d'achat, ils peuvent que faire d'abord de l'autoconsommation. Ce qui est intéressant, hein, mais il y a quand même cette contrainte si il n'y a plus de tarif en vente totale, comme je disais. Donc voilà, 9 kg, c'est ça. 100 kg, c'est une grande toiture, un gymnase par exemple, une toiture de gymnase, 100 kg, c'est possible de l'installer. 100 kg, c'est sur une toiture terrasse, c'est 1000 m². Pour une toiture en pente, c'est 500 m², voilà, pour vous situer. Les parkings, on approche souvent les 250 kilowatts crête. Donc bon, 5 mégas, pour vous dire que 5 mégas, c'est quand même assez élevé. Mais si petit à petit, dans une boucle d'autoconsommation collective, vous pouvez mettre plusieurs sites de production et vous pouvez les rajouter au fur et à mesure. Donc on peut se dire que dans quelques années, ça peut être un sujet pour les communes qui ont beaucoup de patrimoine. 2 km de diamètre, donc c'est un cercle, donc 1 km de rayon. Sinon, dans ce cercle, vous devez avoir l'ensemble de vos sites, producteurs et consommateurs. Certains sites producteurs peuvent consommer évidemment d'abord, puis le surplus va aux autres sites qui sont uniquement consommateurs. Il peut y avoir plusieurs sites producteurs, etc. Vous avez compris, je pense. Mais ce qui n'est pas forcément explicite là à l'écrit, c'est que ce cercle n'a pas de centre dédié. C'est pas le producteur qui est le centre du cercle, c'est vraiment, vous pouvez déplacer votre cercle et faire en sorte d'avoir tous les sites que vous pouvez dedans. Et de plus, en tant que commune, vous pourriez demander une dérogation pour étendre le périmètre à votre périmètre géographique et 10 mégawatts crête donc. Et là, à nouveau, hein, s'il y a un excédent, parce que bon, il y a le premier surplus de, on va dire, l'autoconsommation individuelle, puis il peut avoir du surplus même avec plusieurs autres sites à distance consommateurs. Et bien là, vous avez encore une solution de vendre ce surplus. Mais c'est avant tout la réduction des factures qui est intéressant. Donc d'abord sur les sites producteurs et ensuite sur les sites à distance. Pour les sites à distance, vous effacez l'électron parce que c'est vous-même qui l'avez produit, mais vu que vous utilisez le réseau, il y a encore les taxes de distribution, le TURP et l'accise sur l'électricité. La PMO, donc la personne morale organisatrice, c'est la structure qui regroupe l'ensemble des acteurs de la boucle, les consommateurs et les producteurs. C'est une structure juridique, c'est une notion un peu administrative. C'est elle qui va être l'interlocuteur d'Enedis. Parce que Enedis, en fait, c'est l'interlocuteur pour l'autoconsommation collective. C'est à Enedis qu'on va déclarer notre boucle d'autoconsommation collective, on va lister les sites qui sont intégrés. Donc, c'est des sites qui doivent être
Bon, on l'a vu dans les critères qui ont été donnés, 2 kilomètres si pas de dérogation, mais c'est aussi des sites qui doivent avoir un compteur communicant. C'est quelque chose qui est important. Ce qu'il y a de bien dans les côtés plutôt positifs en tant que la casquette service public et commune en tout cas, si vous faites une boucle d'autoconsommation collective uniquement sur votre patrimoine, sur les bâtiments dont vous êtes propriétaire, la boucle est dite ACC patrimoniale et c'est vous la PMO par défaut. Il n'y a pas besoin, la commune n'a pas besoin de créer une association, par exemple, qui fera office de PMO. Ça sera la commune qui directement sera l'interlocuteur d'Enedis. Donc là, je vous ai donné quelques notions. On peut beaucoup plus s'étendre, évidemment, sur la définition, sur les règles. C'est pas le lieu principal de cette présentation, mais voilà, sachez que de toute façon, je suis à votre disposition parce que le CIGERNI est là pour vous accompagner, pour vous aider et la première chose, que je peux faire finalement, c'est bien échanger avec vous. Je reconnais, quelques noms, de toute façon, plus d'un, qui sont connectés donc merci de votre intérêt toujours sur le photovoltaïque et vous savez que je me rends disponible. Après, bien sûr qu'au bout d'un moment, vous voulez, être dans le concret et c'est tant mieux. Donc on peut vous proposer, des études d'opportunité. Une étude d'opportunité, c'est une première étude, c'est une préfaisabilité finalement, sur un site, savoir son potentiel d'installation, commencer à cerner les contraintes, qui peuvent arriver, les freins pour le site, en question et si on a accès aux consommations, avoir aussi, une première idée sur, le taux d'autoconsommation individuelle. L'outil, c'est un outil Excel. Il, permet pas d'avoir une vision très précise de l'autoconsommation, collective. On peut le faire évidemment, on peut sommer, on va dire, les consommations, mais comme ce que je vous ai dit, pour, l'autoconsommation collective, pour ce qu'on parle quand on parle d'économie, donc le point de vue financier, c'est pour le CC, c'est uniquement la partie électron, donc il reste, une partie de la facture à payer. L'autoconsommation individuelle, c'est vu que c'est avant le compteur, finalement, l'ensemble de l'autoconsommation disparaît de votre facture et donc là, c'est une économie, une forte économie sur la partie autoconsommée ou autoproduite selon le point de vue, et donc ça, c'est en interne. Bien sûr, votre projet, si l'étude d'opportunité est favorable, il faut pouvoir avancer et il y a l'étude de faisabilité. Là, c'est comme ça longtemps, c'est technique, c'est financier pour avoir une analyse approfondie, du ou des sites, parce que là, on peut avoir de l'autoconsommation collective. Ça, c'est externalisé. On avait un marché avec un bureau d'études, qui a duré 2 ans, qui s'est terminé en mai. On est en train d'analyser les offres, du prochain marché. Cette fois, il durera donc 4 ans. Ça concerne les centrales photovoltaïques, bâtiments, ombrières de parking, au sol et aussi couverture de terrain sportifs. Par exemple, des terrains de tennis qui sont à date pas couverts, ils peuvent avoir une sorte de grande structure, type, alors la comparaison est peut-être pas la plus flatteuse, mais hangar photovoltaïque ou de très grandes ombrières. Donc ça se fait sur les terrains de tennis, paddle, heu, terrain de pétanque ou de boules lyonnaises, par exemple. C'est des choses qui se font, donc on l'a intégré dans le marché pour pouvoir, couvrir l'ensemble de vos besoins ou de vos questionnements sur le photovoltaïque. Donc autoconsommation individuelle et collective, avec une comparaison pour avoir un peu une notion avec la vente totale. Donc voilà, c'est une étude technique, c'est approfondi. On regarde, les armoires électriques des bâtiments, si on est sur bâtiment. Évidemment des simulations économiques avec une vision sur 30 ans. Les projets photovoltaïques, ça utilise une technologie assez mature, même s'il y a de plus en plus d'améliorations et d'innovations et donc la performance augmente, mais c'est assez robuste et on peut se dire que sur 30 ans, votre installation va pouvoir produire. Évidemment, le rendement va un peu baisser, de l'année 1 à l'année 30, mais ça fonctionne s'il y a un entretien annuel, évidemment. Ce qu'on a ajouté dans ce marché, contrairement, à l'ancien, c'est la possibilité de, après la phase étude,
vous voulez aller sur le côté travaux, mais vous avez encore des questions, vous avez encore des interrogations, vous avez encore d'aide. Je peux ne pas répondre à tout, ne pas avoir le temps. Donc on fait appel à des professionnels, des spécialistes, avec un accompagnement type, appel à assistance à maîtrise d'ouvrage, donc type AMO avec, quelques prestations, de type, alors ça peut être des webinaires, des formations, mais relecture de cahier des charges, écriture de cahier des charges pour la maîtrise d'œuvre, des choses comme ça. Interface avec, les architectes bâtiments de France, interface avec, le SDIMES, voilà. On a essayé à nouveau de couvrir un large panel pour être là, pour vos besoins et vous aider, vous faire avancer sur ces projets photovoltaïques. La filière photovoltaïque n'a pas de subvention directe sur la partie investissement et construction. Il y a une aide indirecte qui est l'achat de votre électricité par EDF-OA. Toutefois, vous pouvez quand même avoir des subventions sur la partie études. Sur la partie études, là, le CIGERLI a candidaté et a été lauréat d'un programme européen qui s'appelle ELENA. Et donc, on a un financement sur la partie études, donc sur ce marché. Concrètement, vous pouvez avoir à partir de 50% de subventions. Enfin, c'est déduit vu que le CIGERLI a passé le marché. Il y a 50% de subventions sur ce qu'on va vous refacturer. Donc voilà, l'idée, c'est que vous n'ayez pas de frein à lancer l'analyse de vos sites, à lancer les projets et que le seul frein, entre guillemets, soit que l'étude de faisabilité ne soit pas favorable. En tout cas, c'est l'idée. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour une commune. Donc, pour le passage à l'acte, pour aller à la phase travaux, on a dit des prestations d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Études structure, alors là, on n'a pas de marché déjà dédié, enfin, on n'a pas d'accord cadre à bon de commande, contrairement à l'étude de faisabilité, mais on a eu des contacts, on vous propose de consulter au cas par cas sous forme de lettre de commande pour que vous ayez cet accompagnement et on va dire une analyse, une aide de notre part là-dessus. Enfin, c'est pas la fin du webinaire, mais une proposition qu'on vous fait, c'est une offre intégrée. Donc, avec l'ingénierie technique que je viens de présenter et l'ingénierie financière. Donc, ce que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas tout répéter, mais on a cet accompagnement en interne, on a le marché d'études de faisabilité, les études structure. Petite parenthèse, si vous faites des projets d'ombrière de parking, il y a besoin d'études de sol. C'est quelque chose que là, à date, on ne propose pas. Peut-être dans quelques temps, mais en tout cas, on s'est focalisé sur la partie bâtiment et solarisation de toiture pour, c'est notamment ce qui rentre bien dans le programme européen ELENA. Donc c'est bien. C'est études structure, il est possible, on doit encore soumettre à ELENA ça, à l'Europe, mais il est possible qu'il y ait aussi des subventions là-dessus. Études de sol, on est sûr qu'on n'en aurait pas eu. Mais en plus de tout ça, de la partie ingénierie technique, on vous propose des avances remboursables. Donc un petit coup de pouce au niveau de la trésorerie pour que les projets se réalisent, c'est l'idée. Il y a 2 cas. Il y a un seuil en fait de 120 kW crête qui a été défini pour se dire bon 120 kW crête, on est déjà un projet honorable, mais on n'est pas les plus gros projets non plus. En tout cas, inférieur à cette puissance-là, on vous propose une avance remboursable de 100% du coût de vos travaux, coût de travaux hors taxe, avec un plafond à 100 000 €. Mais bon, ça a été calculé pour se dire que si que le projet uniquement photovoltaïque, parce qu'on considère que la toiture est prête à accueillir du photovoltaïque, qu'il n'y a pas besoin de renforcement. Enfin voilà, la partie vraiment purement photovoltaïque, équipement et raccordement, on peut être autour de 100 000 € quand on atteint ces puissances-là. Donc même voilà, vos projets plus petits ou plus raisonnables, on peut considérer qu'il y aurait 100% qui serait proposé en avance remboursable par le CIGERLI. Et donc, au-dessus ou égal à 100 kW crête,
Là, il y a un peu moins d'aide, c'est 50% avec une limitation à 200 000. Donc le remboursement, il est sur 15 ans. Le remboursement, ça va comprendre aussi l'ingénierie technique, donc l'étude de faisabilité, l'étude structure, notre accompagnement et notre gestion. Donc il y a une sorte de coefficient qui est appliqué dans le cadre du remboursement sur 15 ans, une mensualité par an. Et pour un peu situer ça chronologiquement, et ça permet aussi de faire encore des rappels, je me répète un peu, mais au moins, j'espère que c'est clair tout de même. Donc la première phase dans tous les cas, c'est de venir vers le CIGERLI, que l'on échange, qu'on situe vos besoins, votre sujet, si effectivement c'est approprié de passer en autoconsommation ou non. On a l'outil Excel qui permet une étude d'opportunité. Ça permet de vérifier des critères et nos échanges en vérifier d'autres. Si c'est plutôt favorable, le potentiel est plutôt OK, on bascule aux études d'ingénierie, donc études de faisabilité et structure. Et si à nouveau on est favorable, c'est là où il faut vraiment se signaler et signer la convention pour passer à l'ingénierie financière. Mais on a toujours cette ingénierie technique, donc on peut toujours avoir le type AMO. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'aux travaux. Travaux, exploitation, maintenance, ça, c'est votre partie. Et voilà, cette offre, c'est une proposition du CIGERLI. Si vous avez besoin que d'une aide sur la partie technique, que faire appel au marché d'études de faisabilité, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de demander une avance remboursable sur 15 ans. Donc il va rester quelques minutes. Alors moi, je pourrais déborder, mais je comprendrai que si d'autres ne peuvent pas pour ce qui est des questions. Mais voilà, j'insiste, j'enfonce un peu le clou. Il ne faut pas hésiter à passer à phase travaux parce que quand vous avez un résultat favorable d'une étude, pour certains aspects, c'est valable dans le temps, mais sur les aspects financiers, sur les hypothèses prises en compte, tarifs de vente, réduction des factures d'électricité, donc par rapport aux tarifs fournisseurs d'électricité, ça, c'est des choses qui peuvent changer. La réglementation, on l'a vu, peut évoluer. Donc, si vous êtes motivé, si vous avez la possibilité, parce que c'est pas qu'une question de motivation, je l'entends tout à fait, mais allez-y et ne pas trop hésiter pour pas avoir de mauvaises surprises ensuite, juste de manière, on va dire, légale ou économique et que pour autant, tout était favorable à de l'autoconsommation, à réduire vos factures d'électricité et vous rappeler que le CIGERLI est là, mais ça reste vos décisions, votre foncier. Donc évidemment que vous avez la main et que c'est pour ça que je vous dis, c'est quand on va dire une notion de motivation, enfin, c'est quand il y a l'envie et que c'est moteur au sein de la commune. Je vous remercie beaucoup. On a un peu de temps pour les questions-réponses. Vous pouvez ouvrir vos micros. Je vois qu'il y a eu un message. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas évoqué les coûts, donc merci de me proposer ce créneau. Donc étude d'opportunité, pour l'instant, c'est gratuit. C'est interne CIGERLI et c'est gratuit. Évidemment, si toutes les communes demandent à partir de demain 5 études d'opportunité, bon, peut-être qu'on va revoir ça, mais à date, on est vraiment là pour inciter à ce que ça bouge et que vous puissiez réaliser vos projets. Études de faisabilité, là, on passe par un prestataire externe, donc le bureau d'études n'est pas encore choisi, mais courant juillet, on va notifier ce marché. Et là, donc, alors sans révéler ce qui se voit dans les offres, mais il y a une notion de coût par rapport à la puissance, à la typologie du site, si on parle de toiture ou d'ombrière. Et aussi, si on est en autoconsommation individuelle ou collective, sous-entendu collective, vous avez plus de sites. Donc, arrêtons le suspense. On va dire en moyenne, et peut-être un peu conservatrice, un peu haute, on est autour de 4 000 €. Après, il faut se dire qu'on peut ajouter des sites, ajouter des options qui font un peu monter le tarif. Et évidemment, il y a dans les prestations, alors là, c'est vraiment, je ne vais pas donner de prix parce que les missions complémentaires de type AMO, ça a aussi un coût, ça peut être des coûts horaires, ça peut être forfaitaire selon le type de mission. Alors,
j'espère avoir répondu. Monsieur Charmant, si vous avez une question, on vous écoute. Oui, bonjour. Tout d'abord, je suis navré, je suis arrivé un petit peu en retard. Mais est-ce que votre support, vous allez nous transmettre? Oui, le support sera transmis à l'ensemble des inscrits, même ceux qui n'ont pas pu venir tout court ou qui sont arrivés en cours, parce que c'est vrai que j'ai commencé vraiment à l'heure. Si vous me connaissez un peu, c'est pas forcément mon habitude, mais vu qu'on avait un créneau très restreint, j'ai essayé de respecter ça. Donc ça va être envoyé, le support et le replay. Ça, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est enregistré encore d'ailleurs. Donc on aura un lien pour le replay également. Merci. Alors, j'avais aussi la question du coup, mais un de mes homologues l'a déjà posée. J'ai cru comprendre dans votre propos que la notion des 2 kilomètres entre le site producteur et le site consommateur, elle était à géométrie variable, mais comme j'ai raté le début, je suis navré pour la redite, mais je veux bien une Pas de petite souci. explication. En étant, voilà, de base, c'est 2 km de diamètre, hein, vraiment on parle de diamètre là. Et ça peut changer si vous êtes, alors ça je ne l'ai pas évoqué, donc c'est un ajout. Si c'est une commune périurbaine, ça peut aller jusqu'à 10 km. Et une commune rurale, c'est 20 km. Mais le mieux finalement, je trouve, c'est une actualité assez récente finalement, c'est que pour l'autoconsommation collective et pour les communes ou les EPCI, avec demande de dérogation, vous pouvez passer de 2 km au périmètre géographique de la commune. Donc là, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que vous pouvez aller jusqu'à votre frontière, entre guillemets, et ça permet aussi d'augmenter la puissance. Mais à mon sens, pour les premiers projets, c'est un peu anecdotique de monter jusqu'à 10 MW crête. Dans 5 ans, c'est peut-être plus anecdotique, donc c'est précieux aussi qu'il y ait cette augmentation de puissance. Et après, alors vous parliez à un moment donné d'une notion de PMO, si j'ai bien retenu, qui est une entité juridique qui est l'interlocuteur d'Enedis. Oui. Et où, dans le cas où il n'y ait que des producteurs et consommateurs communaux, bah, c'est la commune de fait qui joue le rôle de PMO. Exactement. On ne rend pas bien compte de l'éventuelle lourdeur administrative de la chose. Alors, si vous restez dans le cadre de la PMO, enfin de l'ACC patrimoniale, il n'y a pas besoin de créer une personne morale organisatrice. La commune l'aide d'office. Donc, il n'y a pas de démarche de création. Bien sûr, après, vous pouvez faire le choix d'ouvrir votre boucle d'autoconsommation à d'autres acteurs, d'autres sirènes, en fait. C'est un peu ça, hein. C'est vraiment administratif et juridique, hein, la vision. Mais disons que la version la plus simple, c'est si vous êtes sur votre patrimoine, vous n'avez pas besoin de créer la PMO, vous l'êtes d'office. Après, pour répondre quand même un peu plus large à votre question, parce que j'ai pas forcément beaucoup insisté là-dessus, la PMO, elle va échanger avec Enedis. Donc c'est Enedis, donc l'interlocuteur pour l'ACC. Et il y a une convention à remplir. Sur la convention, le modèle est déjà existant, hein. Il y a 1000 boucles d'autoconsommation collective qui existent en France, pas toutes patrimoniales, mais une bonne partie quand même. Donc vous dites à Enedis quel site vous voulez mettre, donc c'est le numéro du PDL, du point de livraison. Je rappelle, vu que vous étiez peut-être pas forcément là, c'est des compteurs communicants. Donc c'est un moyen aussi de se dire, ah bah là mon compteur il n'est pas communicant, il faut que je le change avant de pouvoir le mettre dans ma boucle. Donc là, il y a du temps, on va dire, à lancer la boucle, à remplir cette convention. Je ne m'étais pas lancée dans la présentation, mais je peux l'évoquer maintenant. Il y a des clés de répartition. Vous avez votre surplus, on va prendre un cas simple, il y a un producteur, c'est votre école par exemple, qui produit. On autoconsomme individuellement sur place d'abord, parce que c'est entre guillemets plus malin vu qu'on efface toute la facture. Vous avez quand même un surplus. Ce surplus, on dit que c'est au gymnase et à la mairie que c'est envoyé, entre guillemets, c'est très théorique, hein, mais en tout cas c'est ciblé vers le gymnase et vers la mairie. Mais vous pouvez dire que c'est d'abord le gymnase puis la mairie, ou l'inverse. Vous pouvez dire que c'est des pourcentages. Vous pouvez dire que c'est en fonction de la consommation en temps réel, pas de temps 15 minutes. Donc il y a plusieurs clés de répartition qui sont proposées par Enedis. Je n'insiste pas trop là-dessus parce qu'il faut se poser un peu, mais il y a un certain choix et flexibilité au niveau de la répartition du surplus, sachant que ça peut être changé tous les mois.
Alors, je ne vous dis pas forcément de le faire tous les mois. Si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Mais si on se rend compte que finalement un site consomme plus ou un fournisseur différent et donc les factures sont plus chères, donc il y a plus d'intérêt que ce soit ce site-là qui soit privilégié, c'est possible. Donc il y a du temps à passer au début pour créer la boucle et après de la gestion, on va dire chaque mois, mais chaque mois ça peut être juste de la vérification. Ah bah oui, il y a tant qui va à tel endroit et voilà. Et Enedis est censé, enfin Enedis, pardon, donc interagit avec la PMO, mais interagit aussi, envoie les données aux fournisseurs, à vos fournisseurs de compléments. On appelle ça de compléments parce que vous devenez votre fournisseur, votre producteur, mais vous avez toujours besoin la nuit et à plein d'autres moments d'avoir encore une connexion au réseau et de la fourniture réseau. Et ces fournisseurs sont informés par Enedis de ce qui a été produit par votre centrale. D'accord. Une dernière question, par rapport à tout ce qui est exploitation, maintenance des centrales actuelles de structure, que si Gerly envisage au moyen terme de faire une proposition groupée pour voilà, essayer de faire des économies d'échelle sur ces sujets d'entretien ou pas du tout? La réponse est plutôt non à court terme. C'est pas d'ici la fin du mandat, c'est pas quelque chose qu'on va proposer. J'imagine qu'en 2026, ça sera peut-être une discussion avec la direction et les élus, le bureau, mais à date, non. Après évidemment, pour la partie, quand on va dire conseil, échange, je peux toujours, vous donner voilà, quelques indications, quelques guides là-dessus. Après, voilà, pour être honnête, ça serait à date, c'est un marché un marché ou internalisé par la commune, s'il y a des gens compétents en interne, évidemment, mais c'est à gérer par la commune. Là, c'est vrai que je ne le mentionne pas dans ce webinaire, mais il faut avoir une notion aussi, il y a des coûts d'assurance, il faut assurer l'installation. Mais ces coûts existent, il y a des coûts d'entretien, des coûts de maintenance, mais évidemment, il y a plus de recettes que de coûts, mais c'est vrai que c'est des sujets à avoir en tête. Ok, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Alors, je ne crois pas voir d'autres mains levées, et si je regarde la conversation, il y en a. Donc, je n'ai pas répondu à la dernière question. Donc oui, combien coûte une installation si je fais un raccourci de la question de monsieur Ravella. Donc, il faut se dire que le coût varie selon la taille. Pour une toiture, si une petite installation va être plus chère au kilowatt crête, donc kilowatt crête, c'est la puissance, c'est au kilowatt si vous voulez, c'est pas. Mais bon, il y a des effets d'échelle quand même. C'est sûr que au watt crête, au rewatt crête, c'est un peu plus cher pour des 9 kg, 36 kg, mais 100 un peu moins. Donc, je vais prendre le cas un peu favorable pour vous motiver, pour vous donner envie. Voilà, 100 kW crête, on peut imaginer qu'on est autour de 100 000 € de travaux, et je dirais même un peu moins, mais je préfère vous donner une fourchette un peu haute mais voilà, ça comprend une partie. Ça comprend des études, la partie maîtrise d'œuvre, pardon. Ça prend l'ingénierie maîtrise d'œuvre, si vous faites appel à l'externe, et même en interne d'ailleurs, il faut, il faut bien rémunérer les agents. Ça comprend aussi le matériel avant tout, évidemment, le matériel, la pose. Il y a aussi la notion de raccordement. Donc, quand on est sur des installations pas trop grosse entre guillemets, bon tout est relatif, mais vous avez plus de chances que le réseau soit apte à accueillir votre installation, à votre injection sans gros travaux. Au-dessus de 250 kW crête, on est en haute tension. Donc là, on sait de toute façon qu'au-dessus de 250 kW crête, il y aura automatiquement des frais de raccordement plus élevés. Donc c'est pas forcément linéaire, il y a un palier à 250 kW crête, par exemple. Pour les ombrières de parking, autant pour les toitures, il y a le système de fixation, ce qui est à prendre en compte dans l'investissement dans la phase travaux. Pour les ombrières de parking, il y a des structures qui sont beaucoup plus chères qu'un système de fixation en toiture, évidemment. Mais bon, l'ombrière, ça apporte aussi sa fonction d'ombre. C'est un ajout finalement à votre parking.
Donc ça apporte aussi un service en plus de produire. Donc un projet de 100 kW crête en ombrière est plus cher qu'en toiture. Je pense qu'on peut rajouter, on va dire, je préfère dire 30%, pas non plus, pas avancer à nouveau. Je préfère pas être trop optimiste pour pas que vous soyez touchés quand vous serez dans le concret. Parce que là, dans tous les cas, les chiffres que je vous évoque sont sur des cas où la toiture, enfin la structure, la charpente peut supporter l'installation photovoltaïque. Elle est prête, c'est bon, le bâtiment, il est prêt à être raccordé au niveau d'injection photovoltaïque, etc. On est des cas où ce qu'on appelle PV ready, PV compatible, PV prêt, photovoltaïque prêt. Donc ça arrive, il y en a. Ça arrive plus souvent quand on parle du neuf et dans le cas de rénovation. À la fois, quand vous avez une rénovation, vous avez des obligations maintenant de regarder le photovoltaïque, mais en même temps, c'est pertinent de regarder à ce moment-là, est-ce que c'est pas intéressant, possible de mettre du photovoltaïque, par exemple. Bon, avec les questions, j'ai largement dépassé, je m'en rends compte. Donc, merci à ceux et celles qui sont restés. Désolée aussi, parce que vous aviez peut-être prévu à 14h de faire quelque chose pile. Si vous n'avez pas d'autres questions, remarques tout de suite, on en a fini pour cette session de webinaire. Évidemment, donc vu que vous allez avoir le support, je suis joignable. Et voilà, les questions peuvent vous venir plus tard. Des cas concrets, évidemment, le but c'est d'échanger sur votre patrimoine et la possibilité de faire des projets photovoltaïques. Donc merci à vous, merci d'être resté jusque-là et d'avoir fait la démarche d'assister à cela. N'hésitez pas donc ultérieurement à revenir vers moi. Donc je vais arrêter le partage pour que vous voyez en grand écran. Pour la fin, je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt.